Ça se dit pas. Ça se dit pas. Les rencontres. Les rencontres. Tu vas où? Viens, on va boire un café avec Mathieu Bellassène. J'aime pas le café. Je m'appelle Mathieu Bellassène. De profession, je suis psychiatre. Ouais. De passion, je suis existant, on va dire. Et puis sinon, je suis auteur de quelques petits ouvrages traitant des histoires psy, on va dire. Et puis, depuis peu de temps, je suis le premier lanceur d'alerte en psychiatrie en France. Je crâne là. Ouais. Mais, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ça exactement? Ben, ça veut dire qu'il y a une institution indépendante mais officielle, hein, où il y a marqué le tampon République française en haut à gauche, qui s'appelle le Défenseur des droits, qui est une institution assez connue, qui a dit, en reprenant un petit peu tout ce qui nous est arrivé dans l'hôpital où je travaillais, et où j'ai dénoncé des enfermements illégaux et arbitraires de personnes pendant le premier confinement, et bien que j'étais fondé à lancer cette alerte et qu'au titre de cette alerte, j'ai vécu des représailles de la part de l'institution hospitalière. Et donc, lanceur d'alerte, c'est un statut encadré par la loi. Hein, depuis 2016, il y a eu une loi récemment, en 2022, qui l'a un peu réformée. Mais d'ailleurs, excuse-moi, je te coupe, ce statut, il est défini comment en fait? Eh ben, il faut répondre à des critères procéduraux. Il faut avoir prévenu par exemple son administration au départ. Alors, il y a eu des changements entre les deux lois. Il faut agir de bonne foi, ne pas le faire pour son enrichissement ou sa gloire personnelle. Et puis il faut que l'alerte porte sur des choses qui sont vraiment graves, quoi, et qui mettent en danger la vie des gens. Voilà, donc il y a tout un tas de critères, et si ces critères sont remplis, au terme d'une procédure contradictoire, parce que moi ce qui s'est passé à l'hôpital où je travaillais, c'est qu'il n'y a pas eu de contradictoire, c'est-à-dire que j'ai été démis de mes fonctions et toute une partie de notre collectif s'est complètement fait exploser, mais sans qu'il y ait eu du contradictoire à l'intérieur de l'établissement, quoi. Et donc c'est une procédure contradictoire faite par le défenseur des droits, et à la fin le défenseur des droits certifie qu'on est lanceur d'alerte, ça donne des droits, et ça, voilà, supplémentaires, et c'est un moment important parce que ça vient dire aussi officiellement reconnaître ce qui s'est passé, le fait que c'était grave et le fait qu'il fallait pas laisser faire ça, quoi. Mais donc toi, concrètement, tu as vraiment été démis de tes fonctions un peu du jour au lendemain? J'ai été démis de mes fonctions, c'était en juillet 2021. Et il y a eu toute une procédure suite à mon alerte en mai 2020. J'imagine que pour démettre un psychiatre comme ça de sa fonction, ça peut aller très vite. Ah ouais? Oui, mais je pense aussi que ça prendrait du temps, mais non, en fait, ça peut aller très vite, quoi. Donc, par exemple, l'hôpital a dit que ce n'était pas une sanction disciplinaire. C'est juste un retrait de chefferie comme ça pour améliorer les choses et tout ça. Bon, et en fait, il suffit de passer dans les instances de l'hôpital officiel là. Et donc là, il y a des choses glauques qui sont passées, quoi, avec un document m'accusant, moi et puis deux autres de mes collègues de trucs vraiment graves, quoi. C'est-à-dire, ils nous accusaient de ce que nous on avait dénoncé. Ah oui, d'accord. Oui, truc habituel, oui, quoi. Voilà, la technique assez typique. Truc habituel. Et donc, et puis bon, voilà, quand la mauvaise foi peut organiser une institution, quand la mauvaise foi peut organiser le champ social, hein, comme il se passe là avec les élections, on a voté contre les fachos, on se retrouve avec des fachos au pouvoir. Michel Bardet-Lanier, là, parce que je sais pas, quand vous montrez l'émission, il sera encore là. Malheureusement, je pense qu'il sera encore là. Il sera encore là, donc Michel Bardet-Lanier, et ben celui-là, voilà, ça montre bien l'abusif qu'il peut y avoir à tous les échelons. Donc quand il y a de l'abusif tout en haut, il y en a au milieu, notamment à l'hôpital, quoi. Ouais, puis il faut pas oublier en fait que les oppressions c'est systémique, donc forcément on les retrouve dans toutes les institutions. Donc dans les établissements de soins, oui, on retrouve de la domination, des abus. Et il y a un moment, il va falloir que ça change en fait, parce que c'est pas possible.
C'est pas possible de violenter les gens dans un espace où on est censé les aider et prendre soin, quoi. Donc encore une fois, ouais, politisons la psychiatrie. C'est plus possible, mais c'est en train de changer. Et puis on va tout niquer. On le fait. Déjà. Doucement, mais on le fait. J'ai envie de te demander ta définition ou peut-être ta vision, peut-être que c'est un terme plus approprié, de la psychiatrie. Pour toi, c'est quoi la psychiatrie? Pour moi, la psychiatrie, ça a trait avec l'existence humaine, son tragique, ses affres et puis sa créativité aussi. Psychiatrie, moi je le reprendrais par la définition, d'ailleurs dans le livre, la Abolir la contention, je différencie le iatros de la psyché. Iatros, c'est l'activité de soin de la psyché, ça montre bien une activité, c'est-à-dire que pour que quelqu'un se soigne, il faut qu'il soit actif. Ouais. Pour qu'un collectif soigne, il faut que ce collectif soit actif. Bon, et puis il faut donc une activité réciproque. Et l'objet et la psyché en tant que, on pourrait dire que c'est voilà, l'existence, l'âme, hein, c'était ça, le psychos, c'était ça. Et donc c'est une activité de soins avec la psyché humaine. Et quand on dit la psyché, c'est à la fois la psyché des personnes concernées qui vont pas bien et la psyché des personnes qui s'en occupent. Donc ma définition de la psychiatrie, voilà, c'est faire avec nos psychés. Et moi je la lis beaucoup souvent sur la question du thérapone, c'est le second rituel au combat, quoi, celui qui humanise la personne qui va pas bien, et voilà, il y a de l'humanité réciproque qui circule, quoi. Donc la psychiatrie, c'est pas qu'une histoire de cerveau, c'est pas qu'une histoire individuelle, c'est une histoire collective, sociale, psychique, voilà, c'est tout ça, la psychiatrie. Nobody knows the trouble I've seen, nobody knows but Jesus. Purée, on se croirait en automne ce matin. À part la chaleur, il y a des feuilles de platane sur ma voiture, il fait tout gris. Pourquoi ils ont mis des stops? Ils ont changé les stops, tu sais. C'est le truc pas du tout perturbant, quoi. Tu mets des stops où il y en avait pas et tu les enlèves là où il y en avait. Mais n'importe quoi. Bah ouais, c'est ça la vie. Moi j'ai un rapport particulier au diagnostic, en fait, c'est pas que moi, mais je pense plutôt en termes de ligne de force dans ce qui se passe chez les gens et de paysage, quoi. C'est-à-dire, tu vois, c'est quels sont les processus existentiels humains qui arrivent de manière majeure chez une personne. Par exemple, si c'est le vécu abandonnique, la chose la plus importante, où la personne a l'impression de se laisser tomber tout le temps, alors les gens diraient bah, c'est borderline et tout ça, mais moi, la trouble de la personnalité, ça ne me permet pas de soigner, ça ne me permet pas de penser, en fait. Pour moi, tu vois, déjà dire trouble de la personnalité, ça voudrait dire que c'est fixé. En fait, on est pris dans des choses qu'on répète toute notre vie, dans des scénarios internes qui souvent nous échappent, mais de là à dire que c'est stabilisé, qu'on ne peut pas dévier de ces trajectoires, bon, donc personnalité, j'aime pas. D'accord. Ce qui est sûr, c'est que la psychiatrie, elle a absorbé, comme tu dis, beaucoup plus de problématiques du champ social qui auparavant n'arrivaient pas en psychiatrie. Hein, et que par ailleurs, le champ social a créé aussi d'autres registres, entre guillemets, diagnostiques, etc. Bon, mais... Mais pourquoi avant ça n'arrivait pas en psychiatrie, par exemple? Bah, je pense que, tu vois, par exemple, borderline, avant, les gens disaient que c'était des hystériques, ah bah ça allait, c'était... Oui, c'est quasiment les mêmes critères. Hein. Voilà, bon. Tu vois, bon, donc est-ce que ça arrivait pas avec ces mots-là, ou comme ça, tu vois. Bon, et puis de toute façon, l'institution était quand même plus totale, donc c'était plus facile de rentrer à l'asile ou à l'hôpital psychiatrique, tu vois, dès que tu... Bon. Ouais. Là maintenant, comme l'hôpital psychiatrique il vire assez vite les gens, bon, on va avoir des trucs en disant trouble de la personnalité, ça peut même dire que c'est une personnalité, donc c'est installé, donc bon, on va pas pouvoir changer grand chose, tu vois. Ouais. Il y a peut-être ça aussi. Bon.
Mais ce qui est sûr, c'est que la précarité sociale et la précarité psychique arrivent beaucoup plus dans ce lieu-là, parce que c'est l'un des derniers lieux. Finalement, on peut encore arriver, et encore je dis un des derniers lieux, mais de moins en moins, parce que là, finalement, les schizos, où l'État est en refus de soins, où les soignants sont en refus de soins vis-à-vis de ces personnes-là, ces personnes malades, parce qu'on dit souvent c'est les patients qui sont en refus de soins. La plupart du temps, là, dans le système actuel, le refus de soins, il est du côté du corps psychiatrique, allant des tutelles à... Pourquoi, du coup? Les politiques néolibérales de destruction des services publics, et puis de penser juste le court terme, donc allez hop on vous met un médicament et puis après vous sortez, ça fait que les gens les plus malades se retrouvent exclus. Donc il y a peut-être les schizos, t'en as plein là-bas, si t'es arrivé à Paris, là par Gare du Nord, dans le métro, dans la rue, même dans les bois là pas loin de Montreuil, là t'as le bois de Vincennes, t'as plein de gens qui vivent, il n'y a pas que des gens précaires, il y a aussi des gens qui ont des troubles psychiques, voilà. Là, il y a pas mal de gens à la rue, donc c'est des gens dont la psychiatrie s'occupe moins. Voilà, les gens en prison, il y en a plein. Bon. Donc, moi je dirais que la psychiatrie, finalement, plus la déstigmatisation néolibérale, là, telle qu'elle nous est présentée pour Santé mentale 2025, grande cause nationale, avance, plus la ségrégation est renforcée pour les personnes les plus malades. C'est-à-dire les personnes qui s'adaptent le moins au cadre qu'on a prévu pour elles. Ouais. Hein, ouais. Ça sera ça mon analyse. Et par ailleurs, on a commencé aussi à se développer de plus en plus d'unités par critères, diagnostiques, pathologiques. Bon. Et par exemple, les gens qui vont dans les centres experts, la plupart du temps, ils choisissent le centre expert où ils vont aller. Bipolaire ou schizophrénie. En fait, c'est plus chic d'aller chez bipolaire ou chez Asperger que centre expert schizophrène. Tu vois. Ouais. Bon, donc il y a aussi, on crée des dispositifs qui vont être un peu auto-performatifs aussi. Qui vont influencer le... Voilà. Donc bon, c'est la mode actuelle, ça. Ok. Je me demande si les chats, ça fait des cauchemars. En mode, ils perdent leur humain, tout ça. Alors j'ai lu il y a pas longtemps qu'il y a des établissements psy pour les chats, enfin pour les animaux de compagnie. C'est un truc qui existe, quoi. Il y a des établissements... je sais pas si on peut dire psychiatrique du coup, mais pour la santé mentale des animaux. N'empêche, t'imagines un chat en thérapie, genre... Oui, hier matin, mon humain est parti à la chasse. Ça me met toujours en panique quand il quitte la maison. Je revis toujours cette séparation quand j'avais 2 jours, quand on m'a mis dans un carton, dans la rue, qu'on m'a éloigné de ma mère à jamais. Je vis dans un environnement complètement invalidant, ce n'est plus possible. Moi, je suis patient en psychiatrie depuis longtemps, depuis que j'ai 15 ans. Et j'ai eu pendant longtemps énormément de difficultés à communiquer avec mes soignants. Parce que je trouvais qu'on n'était absolument pas sur un pied d'égalité, en fait. Et il y a même des éléments de mon parcours de soins qui m'ont été cachés. Alors voilà, sous prétexte que ça ne me conviendrait pas, etc. Sauf que c'était mon choix, c'était à moi de faire ce choix-là. J'ai aussi rencontré énormément de patients qui avaient énormément de défiance envers leur psychiatre, envers les soignants de manière générale. Après, moi aujourd'hui, je suis père aidant en psychiatrie, j'ai fait une formation pour ça. Et pour moi, la père aidance, c'est aussi une des façons de remettre un peu d'égalité aussi dans ces rapports-là. Et j'aurais bien aimé avoir aussi ton ressenti, ta vision sur le lien soignant-soigné et sur cette notion d'égalité. Déjà, te dire que moi, il y a plein de mes collègues psychiatres et non psychiatres que je n'ai pas supporté en étant interne, et puis après, quoi. C'est-à-dire que ce que tu vis là, en tant que, entre guillemets, patiente, les personnes concernées, bon, les gens ils s'appellent comme ils veulent, c'est la même chose quand tu arrives dans les services en tant que soignant, quoi. T'as des gros cons que tu supportes pas et qui sont là pour démontrer que c'est eux qui sont pas fous et puis que les fous c'est les autres, quoi. Bon. T'as des gens qui justement savent naviguer de ces bords-là de la folie et font avec leur folie interne, parce qu'on a tous, on a tous des processus de folie en nous, quoi. On les met plus ou moins au travail, quoi. Bon. Mais sur la question, en tout cas moi j'ai fait des bonnes rencontres en psychiatrie d'emblée quand j'étais jeune étudiant en médecine là, au centre Artaud à Reims où voilà, c'est des gens qui font la semaine de la folie ordinaire là, à Reims notamment, là j'y étais la semaine dernière et même pas la semaine dernière, j'y étais il y a 2 jours. Et quand je suis arrivé dans ce lieu,
il n'y avait pas de blues, je ne sais pas qui était qui. Donc moi, mon expérience initiale en psychiatrie, c'est l'expérience de la rencontre. Tu vois, et je me rappelle, première discussion avec la personne qui avait à côté de moi, là, on buvait le café ensemble, et puis il commence à me raconter la psychiatrie dans la Marne, comment ça se passe, et tout ça, machin. Je trouvais ça vachement érudit, vachement intéressant, tout ça, bon, voilà, et puis je me dis, bah, lui, ça va être un soignant, c'est sympa qu'il me raconte tout ça. Puis je voyais un autre mec dans la salle d'accueil un peu bizarre, machin. Voilà, lui, il a l'air d'avoir des éthiques, là, il est bizarre, quoi. Bon. Puis là, l'après-midi, il y avait la réunion que de soignants. Et puis le premier n'y était pas, et puis le deuxième y était. Bon, tu vois, bon, alors il y avait mon regard à moi, tu vois, un peu naïf et tout ça, bon, bref. Mais moi, en fait, c'est comme ça que je suis rentré dans la psychiatrie, quoi. C'est-à-dire, et c'est ça que je soutiens, c'est-à-dire comment on fait avec le vécu des personnes, sans trop de jugement sur ce qu'ils vivent, ils le vivent, donc c'est vrai. Voilà. Moi, c'est ça la base. Et donc, ça sert à rien de dire à quelqu'un, par exemple, qui délire pas. Ou que, tu vois, même là, l'autre jour, je reçois une étudiante qui me dit j'ai un trouble dissociatif de l'identité. Bon, alors j'ai dit, vous savez, moi, ce truc-là, ce diagnostic médical, je crois pas trop. Par contre, parlez-moi de vos différentes personnes là. Elle me dit, attendez, je comprends pas, vous ne croyez pas à ce diagnostic et vous me dites de me parler des différentes personnes. Je dis oui, parce que c'est votre vécu, donc c'est vrai. Enfin, il n'y a pas. Voilà. Moi, l'étiquette médicale, j'y crois pas, mais enfin bon, faisons à partir de ce que vous vivez, et puis que j'arrive à me repérer, puisque c'est votre vécu à vous. Je vais pas vous imposer mon savoir que non, c'est pas vrai, ça n'existe pas ce diagnostic. Donc, par contre, j'en suis critique en tant que médecin dans cette catégorie, mais voilà, mais ça n'invalide pas votre vécu. Bon. Et puis toi, tu te repères pas forcément aux étiquettes, du coup. Contrairement à un certain nombre de médecins. Non, je me repère pas aux étiquettes. Voilà, je me repère au processus et voilà comment on va pouvoir construire une histoire ensemble, quoi. En fait, c'est un peu ça. Bon, mais pour revenir à ta question, moi où je suis bien tombé là avec le centre Arto et puis les copains du MAPSI là qui vont créer une association à partir de ce centre là, c'est que eux, c'est eux qui m'ont appris le boulot, mais et on déconnait beaucoup. Ouais. Par exemple, je me rappelle d'un type que j'aime beaucoup. On avait à peu près le même âge, moi j'avais 20 ans, quoi. Et puis lui aussi, mais il était en psychiatrie depuis assez longtemps, quoi. Et puis à un moment donné, il dit on n'a qu'à faire du bowling, une activité bowling. Alors avec le club thérapeutique, on monte ça, l'activité bowling, tout ça, bon. Et puis on y va avec la camionnette, là, c'était à partir du centre de jour. Et puis sur la voie de gauche, là, il y avait des flics. Et puis alors lui, un peu stress comme ça, il dit pourquoi il y a des flics? Je dis ils sont pour vous, monsieur machin. Et puis là, il y a l'infirmière à côté de moi qui commence à se décomposer, quoi. Et puis moi, je dis une connerie, mais je continue, quoi. Je déconne, tout ça. Bon. Et puis bon, le bowling se passe bien, et puis on revient, tout ça. Et puis après, il avait rendez-vous avec son psychiatre et puis avec cette infirmière qui était sa référente. Et puis du coup, l'infirmière, dans l'entretien, elle dit Mathieu, ça vous a pas... là, Mathieu, il a dit une connerie comme même tout à l'heure. Alors lui, il dit non, parce que Mathieu, il dit des conneries, donc c'est pas grave. Bon. Et alors, ça, moi, ça m'a vachement appris, c'est-à-dire qu'on peut prendre les choses dans le lien avec légèreté. Et puis c'est pas parce qu'il délire le fait qu'il a l'impression que tous les flics lui en veulent et vont l'arrêter parce qu'il a commis une faute très grave. On ne peut pas jouer avec ça. Alors moi j'ai toujours ce truc-là pour travailler les rapports de pouvoir, la question du jeu, pas trop s'y croire, voilà, c'est important. Donc c'est pour ça qu'il faut, dans les lieux de soins, des instances, des temps, des lieux où ça puisse se travailler, où le psychiatre ne va pas être que le psychiatre, le patient va pas être que le patient. Voilà. Donc, ce qui est quand même, moi je sais que dans mon parcours, c'est quasi inexistant. Hein. Ah ouais. Après, c'est un parcours hospitalier. Oui, mais moi, tu vois, justement, on mettait un point d'honneur dans le service à faire ça depuis l'hôpital. Ouais. Et puis que ça rayonne partout, et puis d'ailleurs aussi, mais que ça se dialectise. Et en fait, du coup, ça permet de créer d'autres types de liens. Mais tu vois, par rapport à la question des pères aidants, moi je trouve qu'il ne faut pas que ça court-circuite le travail d'ambiance général à faire. C'est-à-dire que, parce que tu mets un père aidant dans un milieu de merde où tu as des rapports de pouvoir terribles, tu vois par exemple j'ai une histoire là de quelqu'un qui était père aidante et on va vous accueillir, machin, tout ça, elle n'avait pas les clés. Ouais. Mais ça c'est terrible d'ailleurs en tant que père aidant, c'est horrible. Pourquoi alors? Je comprends pas. Du coup qu'est-ce que ça dit? Ouais. Donc voilà, c'est-à-dire que je pense que
cette place, comment elle peut se construire, ça peut être intéressant et tout ça. Tu sais, le milieu psychiatrique, il est souvent un peu réfractaire. Les jeunes, au départ, tu vois, nous, psychothérapie institutionnelle, c'est la fin du club thérapeutique. En fait, ça dépend comment c'est fait. Ça peut être un lieu de merde, comme ça peut être un lieu bien. Père aidant, ça peut être une fonction intéressante, comme ça peut être une fonction où, en fait, on crée ça pour faire fermer la gueule à tout le monde. Ah bah, il y a le père aidant, vous voyez, on respecte le droit des patients. Bon. Donc, voilà, moi je pense que il faut pouvoir analyser l'ambiance et travailler l'ambiance. Il ne faut pas se dire qu'une personne va être responsable de travailler l'ambiance ou résout les problèmes d'ambiance. Non, et puis surtout, moi, ce que je vois dans la père aidance, actuellement, le problème, je trouve, c'est qu'on ne considère pas que les pères aidants peuvent participer à la pensée du soin, en fait. Ah, ben ça, c'est un problème. Et ça, c'est un vrai problème. Moi, on m'a proposé des postes de père aidant où, en fait, j'étais censée être ambassadeur d'une thérapie, par exemple. Donc j'ai refusé parce que pour moi c'est absolument pas de la père aidance en fait, ça va contre même le principe de la père aidance. Les chocolats de monsieur l'ambassadeur. Mais non mais voilà, en gros aller chercher des gens, c'est une thérapie pour le trouble borderline en l'occurrence, et c'était voilà, dire que cette thérapie est géniale, les chercher. Ce que je vois, je trouve ça très choquant en fait. Mais tu vois, là justement, moi, dans ce qui m'anime comme type de pratique, c'est justement, et puis tu vois, que ce soit de ma place de thérapeute, où on est dans une recherche commune avec la personne, pourquoi elle va pas bien, mais où je partage mes outils de travail, mes concepts, mes machins, on en parle et compagnie, ou que ce soit dans les lieux de psychiatrie où j'ai travaillé avec d'autres, parce que ça c'est toujours collectif, quoi, une seule personne ne suffit pas. L'idée c'était de s'appuyer, tu vois, dans le club thérapeutique sur les propositions des gens et qui savent mieux que nous ce qu'il faut pour eux. Alors par exemple, tu vois, ça a foutu le bordel. Dans la lettre anonyme là, qui me dénonçait, qui arrivait une semaine plus tard après que j'ai sollicité le contrôleur des libertés contre l'hôpital, là. Une semaine plus tard, tu as une lettre anonyme qui arrive, dont j'apprendrai l'existence bien plus tard, bon bref, et qui dit oui, le docteur BSN c'est signé les infirmiers de l'extra-hospitalier. Bon. Les infirmières même de l'extra-hospitalier. Et du coup, il est dit oui, le docteur Bellassène, c'est de l'abus de pouvoir, il a aidé les patients à créer un groupe d'entraide mutuelle, sans nous prévenir. Bon, ce qui n'était pas vrai en plus, mais bon, tout ça c'est un tissu de mensonges. Mais il y a un autre truc beaucoup plus intéressant, c'est oui, à l'hôpital de jour, depuis qu'il a fait venir une médecin et puis un psychologue et puis d'autres soignants, oui, les soignants, maintenant on demande leur avis aux patients. En fait, on avait dit, bon, maintenant, écoutez, les activités là, décidées par les soignants, c'est très gentil, c'est très bien, peut-être des fois on a des idées pas mal pour les patients, mais en fait, le principal, c'est qu'en fait, c'est les patients qui vont nous dire ce qu'ils veulent faire. Parce que c'est leur lieu de soins, donc c'est eux qui vont nous dire comment ils veulent être soignés. Et on va construire ça ensemble. Peut-être que nous, on dira, vous faites chier, et puis on gueulera, il y aura du conflit. Et donc ça, c'était, tu vois, par rapport à la culture de l'entrave, il y avait cette culture de l'entrave à ce que les premiers concernés proposent et soient pas entravés dans leurs propositions. Bon voilà. Et donc ça, les lieux de soins, pour moi, qui soignent, c'est quand les gens peuvent être actifs, ce que je disais sur la psychiatrie, à proposer des trucs et à ce qu'on fasse avec. Tu vois, par exemple, j'ai un million d'idées, d'histoires autour de ça, mais par exemple, tu as des gens qui à un moment donné vont être très lointains, ils sont tout repliés, machin, et puis là ils vont s'animer sur un truc. Et là tu te dis, il va falloir faire un truc en rapport avec ça, c'est à partir de ça qu'il faut, il y a un petit désir, là allez on va essayer, et puis on embarque le collectif, et puis souvent d'ailleurs c'est les personnes du collectif côté patient qui vont avoir des idées pour leurs autres camarades patients, et qui vont dire, tiens, ça serait bien, lui il aime bien faire ça, ça serait bien pas mal qu'on fasse ça. Donc, tu vois, bon. Voilà, le potentiel thérapeutique du peuple, disait Bonafé, du peuple entre guillemets des personnes qui sont là pour se soigner, mais en fait nous les soignants on doit les accompagner là-dedans, tu vois. Et du coup, là ce que tu dis sur père aidant qui ne participe pas à l'élaboration des soins, un des premiers trucs, moi ce que j'ai beaucoup aimé faire, c'est quand on parlait de projet de soins pour les patients, il était toujours là. Puis il pouvait venir avec des gens intéressants pour lui. Bon, donc c'est-à-dire, tu vois, le truc rien sur nous, sans nous. Oui, moi ça me plaît ça. Par ailleurs,
Pour autant, tu vois, je nuancerais parce que, par exemple, tu vois, dans l'open dialogue là, qui est à la mode et tout ça, c'est rien sur nous, mais rien du tout. C'est-à-dire que, pour autant, tu vois, les soignants, pour élaborer aussi leur zone de conneries, ils ont besoin de temps aussi entre eux pour se dire, bon là j'imagine faire ça, mais c'est peut-être une connerie, qu'est-ce qu'on en pense? Ou alors j'ai fait ça, je pensais que c'était bien, bah, est-ce que c'était vraiment bien? Et pouvoir débriefer quand même. Voilà, aussi. c'est-à-dire qu'il y a besoin un petit peu, tu vois, de pelure d'oignon, quoi. Mais que par contre, moi je dis souvent quand on parle de patients en réunion, je leur dis, bon, on va parler de vous en réunion parce qu'on a besoin de penser, nous, votre truc, là, puis je vous dirai on va vous dire ce qu'on s'est dit, puis vous nous direz ce que vous en pensez. Voilà, et que la personne soit d'accord ou pas, je fais un petit retour, tu vois. Ouais. Mais ça nécessite que, en fait, tu sois assez certain que bah, c'est pas grave de te planter en tant que soignant, que c'est pas grave d'abandonner ta posture, de parler avec des mots savants. Tu vois, voilà, j'essaie de parler avec des mots simples parce que c'est comme ça que je travaille. En fait. C'est avec les mots je suis à peu près compréhensible et on va pouvoir se comprendre. Ouais, bien sûr. Et puis c'est un peu un truc d'humilité collective, tu vois. On fait pas mieux que les autres, tu vois. Par contre, je pense que dans un milieu comme ça, notre disposition à accueillir les gens, à les rencontrer, est peut-être un peu meilleure. Tu vois, moi j'utilise des outils de psychothérapie institutionnelle, de psychanalyse, de tout un tas de trucs, de militance politique aussi, on va dire, tu vois, parce que ça précise un certain contexte de rapport aux autres. Mais c'est parce que moi ça me parle. Mais tu vois, je pense qu'avec d'autres outils aussi, on peut avoir ce fond-là qui fait hospitalité à l'autre. C'est ça qui compte. Ça se dit pas avec Mathieu Bellassène. Mais pourquoi tu penses qu'il y a une telle résistance du milieu psychiatrique souvent à justement ouvrir des espaces comme ça? Ben, tu sais... C'est quoi, c'est la peur du changement? Oui, il y a ça, et puis je pense qu'il y a aussi être contesté dans son statut, tu vois. Tu vois, c'est pour ça aussi qu'il y a eu le retour des blouses blanches. Moi, j'ai jamais mis de blouse. Et puis, tu vois, justement, c'était un signe de bonne santé quand les gens commençaient à enlever la blouse. Tu vois, alors avec le Covid, ça a été le bordel après. Ouais. Mais le processus d'enlever la blouse, d'abord c'est un processus, tu vas pas dire de manière autoritaire enlever la blouse. Tu veux juste dire, bon, est-ce qu'on peut pas... Est-ce que c'est indispensable? Voilà, la distinctivité, elle peut peut-être passer par autre chose. Voilà, bon. Et donc... je pense qu'il y a ça, et puis les gens qui sont pas sûrs d'eux-mêmes de leur potentiel thérapeutique, on peut dire. Tu vois, je pense, on dit souvent les jeunes soignants, mais pas que les jeunes, il peut y avoir des vieux cons aussi, mais les plus jeunes qui sont pas formés, etc., où ils arrivent dans des milieux toxiques, ils vont déjà être sur la défensive. Et ils vont être sur la défensive, et comme il va y avoir beaucoup plus de barrières entre les soignants et les soignés, tout ça entre guillemets bien sûr, et ben c'est stratégie défensive pour survivre en milieu hostile, on va dire, vont faire qu'ils se raidissent, quoi. Et donc non, on vous a dit de faire ça, monsieur, on vous a dit de faire ci, on vous a dit de faire ça, donc on va s'abriter derrière des protocoles de machin, parce qu'au fond on n'est pas sûr de son potentiel thérapeutique. Mais il y a une peur du désordre aussi, je trouve, en psychiatrie. Il y a quand même la folie, entre guillemets, le désordre, c'est quelque chose qui... Moi, quand j'étais dans un lieu de soins comme ça, on bouffait avec les personnes, là. Et puis, il y a un type qui se lève à un moment donné, il dit trop d'ordre, c'est le désordre. Voilà, bon, j'ai gardé ça, tu vois. Et je pense qu'en effet, mais parce que l'ordre, ça permet, tu vois, ça crée un rapport... tu sais, moi, dans un article, là, j'ai décrit les différentes pathologies institutionnelles. Et donc... tu as des lieux où tu as de la phobie institutionnelle, le contact avec la personne, avec les personnes soignées. Tu vois, on ne bouffe pas ensemble, on ne bouffe pas avec les mêmes couverts. Tu vois, à l'hôpital de jour, je te disais, là, auparavant, les soignants ne bouffaient pas avec les patients.
ils bouffaient dans leur salle avec leur bouffe, machin, mais tu vois, alors nous, on dit, ça suffit. Bah, si la bouffe de l'hôpital est dégueulasse, bah, travaillons à la rendre meilleure. Ouais. Et voilà, faisons-en un groupe, et puis démerdons-nous. Et du coup, on faisait des fêtes, des repas, des machins, la bouffe, tout le monde, il y avait beaucoup de joie et de fêtes, hein, bref. Donc, ça raidit un petit peu les positions, et les gens sont pas sûrs de leur fête, et aussi parce que être confronté à des grandes angoisses et à la grande folie, tout ça, voilà, quand je dis la grande folie, il ne faut pas en faire bah, ça nous bouleverse. J'imagine. Voilà, ça nous angoisse, et la première des choses, bah, tu te défends. Alors, tu as plusieurs défenses, pathologies institutionnelles qui vont être partagées, la pathologie phobique, hein, voilà. Tu peux avoir la pathologie obsessionnelle, tu vas essayer de tout maîtriser, de tout cadrer, de tout prévoir. Il faut un règlement intérieur pour tout, machin. Il ne faut pas que les patients fassent ceci, c'est obsessionnel. Contrôler, quoi. Le contrôle. Tu as, plus grave, la paranoïa institutionnelle. Tu vois, tout ce qui va être dit, fait, c'est contre toi. C'est contre nous, ils veulent notre peau, ils sont agités, ils vont nous faire malheur. T'as senti des choses comme ça, toi? Ah bah moi, attends. Réunion d'équipe, les machins, toutes les institutions, elles sont traversées par ces différentes pathologies institutionnelles, tu vois. Ouais. Mais le plus grave, c'est la perversion institutionnelle. C'est où tout ce qui est dit et fait sera retourné contre la personne qui le désire. Ça, la perversion institutionnelle, c'est un gros truc. Et ceux qui trinquent le plus, du coup, après, c'est les patients qui se mettent en position sacrificielle des pathologies de l'institution qui ne sont pas soignées. Tu vois. Et donc, en fait, à force que les lieux de soins, et c'est pas que l'hôpital, quand je dis les lieux de soins ou les lieux d'accueil, les lieux d'accompagnement, ça peut se faire à l'hôpital, en ville, n'importe où, ne s'analysent pas eux-mêmes, n'analysent pas leur rapport de pouvoir ou leur rapport de leurs impasses, et ben, ils le font porter aux patients en premier lieu, c'est les patients qui font pas ce qu'il faut, et après aux soignants qui disent bah quand même là, est-ce qu'on déconnerait pas? Ah, par exemple, j'ai un copain infirmier, il est à la retraite maintenant, alors je peux en parler sans que ça lui fasse de problème. En plus je vais être témoin à son mariage, alors faut pas déconner. Qui à un moment donné il est appelé pour un renfort dans l'hôpital, et puis il se trouve que le type où il est appelé pour un renfort, il le connaît parce que lui il se balade souvent dans l'hôpital, il connaît les gens et tout ça, et puis il a son accent de Toulouse, machin, et c'est un mec accueillant, quoi, et chaleureux, Patrick. Et ben les mecs pour le renfort, ils sont là, ils veulent lui sauter dessus, et puis alors il arrive, il dit bah alors qu'est-ce qui t'arrive? Ah, Patrick, c'est toi. Bon, ouais, mais ils me fatiguent tous là, ils me font chier. Là. Bon, bah écoute, tu veux pas qu'on aille fumer une clope là? Bon, d'accord, bon. Alors, tous les autres, bah, finalement, bon, ça se passe bien. Et ben, tous les autres collègues qui étaient venus pour sortir les muscles, ils en ont vachement voulu à mon pote. Parce que. Il dit ouais mais attends, il lui fallait du cadre, là, il était en train de s'agiter, il fallait... Et lui il dit mais attendez, il était en train de s'agiter, bah là l'agitation était passée, puisqu'on a été fumer une clope, ça allait mieux, et puis on a pu parler de ce qui l'agitait, donc finalement là on l'a soigné là, donc oui mais t'es pas cadrant. Alors tu vois, ça c'est le cadre disciplinaire, et très en vogue dans la psychiatrie actuelle. Répressif. Voilà, mais disciplinaire, tu vois, au sens de la discipline, et qui est différent du setting, du cadre psychique qu'on se met pour accueillir l'autre. Là, quand mon pote, il dit, d'abord, bah, tu vois, il y a l'effet de cadre interne, quoi. Il le voit, et parce qu'il sait qu'il est sensible au lien, et il fait hospitalité à la personne qui va pas bien. Bon. Bah, du coup, il sait qu'il a un cadre interne, que le type, avec lui, ça va bien se passer, et puis qu'il va réussir à désescalader la situation, quoi. Bon, tu vois. Et ben, je pense que pour avoir ça, il faut pouvoir s'appuyer en soi, et sur soi-même, et sur les collègues aussi, tu vois. Et comme il y a de moins en moins d'équipes aussi en psychiatrie, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'intérim médical, d'intérim infirmier, de soignants, ben, c'est des histoires aussi de travail collectif dans le temps. Tu vois, une culture d'équipe, une culture de soins, ça s'invente collectivement et dans le temps. Et ça s'invente aussi contre les préjugés, mais lutter contre nos préjugés,
c'est toujours une bataille permanente, quotidienne, pour nous toutes et tous, dans tous nos espaces de vie. Hein. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est pour ça aussi que je pense que la société étant mettant moins en question ses préjugés, en tout cas à la télé et puis à l'Assemblée nationale, là, on va dire, et dans les ministères de fachos, là, bah, forcément ça va contaminer un peu tout le monde. Tu vois. Donc la psychiatrie va être plus préjugeante, on va dire. Tu vois. Alors que notre boulot, c'est de faire à partir de nos préjugés pour les déconstruire et inventer d'autres trucs, d'autres modalités de relation. Ouais, ouais. Bah oui, mais c'est ça, en fait, ça me rend dingue parce que ça devrait être... ça devrait pas être minoritaire. Mais ceci dit, tu sais, il y a aussi des préjugés du côté des patients. Ah, voilà. Ça c'est certain. Moi j'en ai été témoin aussi. Il y en a plein. Alors, il y a aussi plein de solutions fachos trouvées par les patients eux-mêmes qui sont même pires des fois que celles des soignants. Exemple. Sur l'unité d'hospitalisation, on avait le club, on avait un bar thérapeutique on pouvait acheter des trucs, et puis ça permettait d'en discuter pendant la réunion de club avec les patients, la réunion soignée, la réunion du journal, bon bref. Et puis, donc tu avais un tiroir, et un jour ce tiroir est forcé. Et donc il y avait du fric dans le tiroir, voilà. Et donc on met ça à l'ordre du jour de la réunion, puisque c'est une façon de reprendre les transgressions. Et ça permet de métaphoriser tout un tas de trucs qui se passent soit dans l'histoire des gens, soit dans le collectif de soins. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors là, tout de suite, les solutions immédiates d'urgence. Oui, faudrait mettre un gros cadenas. Bon, d'accord. Et là, il y a un patient qui était le mec qui volait le plus d'ailleurs, qui dit « Moi, je pense qu'il faut mettre des caméras. » J'étais là, putain, vous faites chier quoi. Moi je me bats là contre dans l'établissement, ils veulent installer des caméras partout pour surveiller les patients. Et puis vous, là, dans l'espace du club, vous voulez faire les mêmes conneries, là, répressif, pire que tout, et mettre des caméras. Puis d'autres qui disent ouais, non, les caméras c'est une bonne idée, parce qu'en plus maintenant avec les téléphones on peut regarder, tout ça, on peut filmer. Je dis ouais, mais ça, du coup, ça ne traite pas la confiance entre nous. Et ça ne traite pas que. Alors là, il y a un type qui dit. Moi j'ai une idée. Alors t'as quoi comme idée? L'idée, c'est qu'on va faire des petits mots pour le voleur. C'est-à-dire que là où il y a le fric, en fait on va mettre des petits papiers, on va lui marquer des trucs. Et on va lui mettre des petits centimes dedans, comme ça il volera les centimes qu'on a prévus pour lui pour qu'il vole. Et puis il y aura des trucs, pourquoi tu voles? Est-ce que tu pourrais pas voler, je sais pas quoi, dans le bureau de la direction? Bon, des conneries quoi, de l'humour quoi. Mais ça, et tu vois, et ça, ce travail-là, c'est un travail permanent de lutter contre nos aliénations. Mais à toutes et tous. Bien sûr. Bon. Et des fois, les patients vont demander aussi du répressif, tu vois. C'est pour ça que dans un service, il faut éviter que la solution ultime soit une solution délabrante. Par exemple, si la solution ultime dans un service, c'est la contention, tu auras des patients en contention. Si la solution ultime dans le service, c'était la chambre d'isolement, tu auras des gens en chambre d'isolement. Bon. Si la solution ultime pour un patient, c'est la lobotomie, la solution ultime, ça va être la lobotomie. Si la solution ultime pour un patient, c'est l'euthanasie, ça sera l'euthanasie. Tu sais ce que je veux dire? Ouais. Donc, ça, c'est un truc de savoir qu'est-ce qu'on se donne comme solution ultime, pour pas dire finale, tu vois, dans le service. Il faut absolument pas que ce soit une solution délabrante pour les personnes. Et les soignants, parce qu'il y en a beaucoup qui te diront que la contention, dans certains cas très particuliers, elle est vraiment indispensable et qu'on n'a pas d'autre solution. Tu leur réponds quoi à ces soignants-là? Je leur réponds qu'en fait le problème c'est le système contentionnel. Que dans le service, attacher une personne, c'est le bout d'une chaîne qui nous attache, qui commence par quelle politique de soins, quelle politique d'hospitalité dans le monde en général et localement et nationalement, et que c'est une histoire de comment on invente une contre-culture à la culture de l'entrave dans un service collectivement. C'est-à-dire que et qu'il y a des lieux où on n'attache pas, qui reçoivent les mêmes patients que les autres, il y a même des lieux où on n'enferme pas, il n'y a pas de chambre d'isolement alors qu'ils reçoivent les mêmes patients que les autres, donc c'est que ça doit être possible. Ouais. Mais qu'il faut se mettre dans les conditions de possibilité pour que ce soit possible, à la fois dans les services, mais dans nos têtes, mais au niveau des politiques de santé, des politiques de santé psychiatrique, etc. Bon, tu vois, c'est une chaîne. La formation aussi, j'imagine. La formation, bien entendu, mais l'imaginaire de soins. Tu vois, si tu dis la contention c'est un soin, déjà c'est plié parce que tu vas faire ça pour le bien de la personne. Donc si tu dis la contention c'est une mesure de contrôle, de coercition, des fois
On peut pas faire sans, peut-être, mais en tout cas de se dire qu'à chaque fois qu'on fait ça, on fait de la coercition, c'est pas du soin, tu vois. Ça permet déjà de limiter. Hier, j'étais invité à un séminaire par des historiens de langue anglaise. Et ce que j'ai appris, c'est qu'entre 1840 et 1870, tu avais le courant du no restraint en Angleterre, où sur les 30 asiles que comptait la Grande-Bretagne, tu en avais 29 où il n'y avait plus de mesures de contrainte, de contention notamment, et que ça a été un mouvement hyper fort, tu vois, où vraiment, même la contrainte chimique, elle était mise en question, tu vois. Bon, c'est des histoires, tu vois, qu'on ne connaît pas. C'est des histoires qui sont silencieuses. Et par exemple, en Angleterre, il en est resté quelque chose ou pas, non? Est-ce qu'il y a moins de contention? Non, en fait, ce qu'on s'est aperçu hier là, dans ce séminaire, c'était hyper intéressant. Et tu vois, c'est pas des psys, hein, c'est des historiens et des profs de lettres. C'est que en 1870, ça s'est refermé parce que la théorie de la dégénérescence et de l'hérédité revenait en force, et donc on n'allait pas investir quand même sur le soin aux fous, parce que puisque de toute façon c'est des tarés héréditairement qui vont crever, tu vois, qui vont toujours faire chier, donc on n'investit plus. Bon. Donc ça s'est refermé. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y avait une des personnes dans un séminaire qui disait, mais par exemple, l'expérience de la psychiatrie communautaire en Angleterre, de Ronald Lang et Cooper et tout ça, David Cooper et tout, se sont faits dans des lieux qui, un siècle auparavant, étaient dans no restraint, tu vois, ça s'était refermé puis ça s'est réouvert, et en fait c'était des héritiers, qu'ils le sachent ou qu'ils ne le sachent pas, de ce truc-là. Et du coup j'ai compris un truc, tu vois, tu as un programme en Angleterre, le Safe Worlds programme, je crois que ça s'appelle comme ça, là j'en parle dans le livre, qui essaye de limiter les mesures de contrainte, de contention et tout ça. Et voilà, c'est un programme anglais, mais qui est porté, tu vois. Okay. Donc il y a peut-être aussi ça, tu vois, on ne sait jamais comment ça ressurgit, le meilleur comme le pire. Ouais. Bon voilà, et c'est intéressant parce que c'est des histoires qu'on n'a pas, nous, en France. Oui, non, c'est super intéressant. Et tout comme eux, ils n'ont pas certaines histoires, mais donc voilà, tu vois, ça peut se passer. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'à la fois, tu vois, c'était par période de 50 ans, ça dépendait pas d'un lieu géographique, d'un pays. Tu avais des moments d'ouverture partout, de fermeture partout, qui pouvaient être très locaux, qui pouvaient être portés nationalement. Et tout ça, tu avais toute la gamme possible de l'ouverture, de la fermeture, et de local, du national, tu vois. D'accord. Enfin bon, donc ça donne aussi de l'espoir sur le fait qu'il y a toujours des traces qui sont laissées, tu vois, dans ce qu'on peut faire de bien. Ouais. Tu vois. Et que oui, et aussi ça, je trouve, ça remet un petit peu en question les préjugés qu'on peut avoir sur le passé, notamment en psychiatrie, où finalement il y a pu y avoir aussi des périodes. Écoute, tu vois, là, ce truc-là, c'est parce qu'il y a un ouvrage qui s'appelle Les Cahiers asilaires, et tu as un type qui était un patient qui était hospitalisé dans un asile en Écosse qui s'appelle Frame, et ce Frame, il a écrit ses mémoires, il a écrit la philosophie de la folie en 1851, ça vient d'être édité là par une maison d'édition qui s'appelle Epel là, en France, et donc tu as un type là, de langue anglaise qui a traduit tous ces trucs là, et en fait tu t'aperçois qu'il y a déjà des témoignages des premiers concernés qui racontent les conditions d'hospitalisation, d'ouverture, de fête, de désaliénation. C'est génial, quoi. Moi j'ai jamais été attachée en psychiatrie, ça a failli. Ça a failli une fois parce que, en fait, j'étais passée par les urgences et puis j'avais atterri après dans un hôpital, et c'était un secteur fermé, et ils voulaient me garder parce qu'il y avait un risque suicidaire, et en fait je suis tombée sur un psychiatre, mais vraiment pas du tout dans le dialogue, quoi, pas du tout dans la communication, et il voulait me donner un traitement et je voulais pas, et sauf qu'il y avait pas de discussion, quoi. Il m'a même pas demandé pourquoi, et donc il m'a juste dit si vous voulez pas prendre le traitement, on va vous attacher et on va vous le donner de force, en fait. Et ça m'a fait péter les plombs, mais complètement péter les plombs, quoi. Voilà, moi m'attacher, c'est un des pires trucs que tu puisses me faire, et ça me fait complètement paniquer, quoi. Et finalement, j'ai réussi à sortir, en fait. J'ai réussi à communiquer, non pas avec le psychiatre, mais avec l'infirmier, qui, lui, pour le coup, essayait vraiment de comprendre ce qui se passait. Et je lui expliquais que rester enfermé
Et être attachée, c'était pas possible, en fait, que ça allait pas m'aider, en fait, concrètement. Et il a compris ça, et ensuite il a réussi à joindre mes parents pour qu'ils se rétractent, en fait, et parce que j'étais hospitalisée à la demande d'un tiers, et j'ai pu sortir. Toi, tu voulais devenir psychiatre? C'était une vocation ou ça s'est fait un peu... Il y a tellement de folie qu'il fallait en faire quelque chose. Blague à part, en fait, ça m'a toujours intéressé. Bon, il y a des surdéterminations familiales, on va dire. Et il y a des rencontres aussi qui sont que, bon, tu vois, moi, la question de la vie psychique, la psychanalyse, tout ça, ça m'a toujours hyper intéressé, tu vois, déjà. Donc, au lycée, voilà, je lisais Freud et compagnie, et puis j'ai tout de suite, quand concours de première année de médecine, il faut bosser, et puis après, moi j'avais besoin de sciences humaines, tu vois, de trucs de lecture et tout, et puis j'étais un peu un auditeur libre en fac de psycho, puis j'allais dans des colloques, des machins, des trucs. Et puis bah, c'est comme ça que j'ai rencontré les copains de Reims, et puis Jean Houry, psychiatre à la clinique de la Borde, qui a écrit la préface de la santé mentale. C'était sa dernière préface, parce qu'il est mort en 2014, Houry. Ça fait 10 ans. Et puis j'ai été à ces séminaires. Bon, alors, la rencontre, bah, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, la rencontre avec les patients, avec le collectif là, au Centre Artaud, avec Patrick Chamla aussi, qui était le psychiatre qui m'a accueilli chez lui, et puis qui me racontait, qui me parlait des gens, quoi, de leurs histoires, de leur vie, et puis j'étais hyper touché par tout ça, et puis j'étais touché par les discussions avec les gens, mais ça m'a bouleversé en fait. Tu vois, ce bouleversement au début, moi je me disais que j'aimerais bien faire la médecine générale, la pédiatrie, la psychiatrie, tu vois, c'est ça qui m'intéressait. C'est-à-dire des trucs avec l'existence, quoi. Ouais. D'ailleurs c'est marrant parce que tu vois, j'y avais jamais pensé, mais dans le bouquin sur la contention, je parle du IATROS, tu vois, l'activité de soins, et il n'y a que 3 spécialités médicales, disciplines: psychiatrie, pédiatrie, gériatrie. D'accord. Gériatrie, j'aimais bien mes grands-parents, mais c'est vrai. Et du coup, tu vois, j'ai jamais pensé que pédiatrie et psychiatrie, et puis médecine générale aussi, tu vois, c'est du IATROS, la médecine générale. Du coup, bon, c'est l'activité de soins, tu vois, avec, t'es obligé de connaître la vie des gens, quoi. Donc, et puis du coup, après que je sois passé à Reims, puis j'ai été faire un stage à la Borde, et puis j'ai continué à aller au séminaire de Houry tous les 3e mercredis du mois, tu vois, pendant des années. Je me suis dit, putain, c'est ça que je veux, quoi, faire. Et puis il y a aussi des dimensions d'amitié qui sont créées avec les entre guillemets patients à Reims, tu vois, et puis après qui sont devenus les gens de l'association Humapsy, qui sont devenus des amis, quoi. Donc bon, j'étais plus dans un rapport de soins avec eux, et du coup ça pouvait se déplacer autrement, mais moi je pense beaucoup au fait que pour soigner les gens, faut une dimension d'amitié thérapeutique, tu vois, c'est-à-dire que bah, ça t'importe ce qui leur arrive, quoi. C'est important, quoi. Voilà, et on se fabrique des histoires ensemble, quoi. On vit des bouts de vie ensemble, que ce soit quelques semaines, quelques mois, quelques jours, ou que ce soit des années, quoi. Je crois vraiment à ça. T'y crois, toi? À quoi? Ben, à tout ça. Ouais, j'y crois vachement. C'est vrai? Je sais pas de quoi tu parles. Aujourd'hui, notamment parmi un peu la jeune génération, on parle beaucoup de neurodiversité, de neuroatypie. C'est aussi finalement beaucoup une question de questionner la norme aussi, en fait, finalement. Comment tu vois ça, toi, justement, l'émergence de toutes ces... Alors, il y a 2 versants. Le premier versant, c'est que je trouve hyper intéressant qu'à partir du fait que les gens se désignent voilà, la neuroatypie, la neurodiversité, la neurodivergence, etc., qui puissent témoigner de ce qui leur arrive, qui puissent prendre le pouvoir, qui puissent emmerder les gens, et puis lutter pour des droits, etc. Puis mieux comprendre aussi. Voilà. Qui puissent se raconter eux-mêmes, ça, je trouve ça hyper intéressant. Ce qui me gêne moi politiquement là-dedans, là je te parle pas en tant que clinicien, parce que là aussi, si les gens se définissent comme ça, bah, pour eux c'est vrai, voilà, j'ai pas à contester ça. Mais au niveau politique, je me méfie
des baptêmes communautaires par la médecine. D'accord. Tu vois, de trouver que c'est le diagnostic de la médecine qui va baptiser, que c'est le substrat aussi organique. Tu vois, la neurodivergence, bah, moi mon problème c'est neuro. Parce que ce qu'il y a derrière, c'est que c'est le cerveau, c'est que, bon, il faut faire attention à ça. C'est-à-dire, peut-être c'est le cerveau, mais peut-être pas que. Hein. Et le problème, c'est qu'on fonde une émancipation sur une essentialisation. Moi, ça me pose problème. C'est comme fonder une émancipation sur des trucs communautaires de t'es comme ci, t'es comme ça, t'es telle couleur de peau, t'es telle religion, t'es machin. C'est-à-dire que ça puisse être le début d'une lutte, mais moi je me méfie de l'organicité, tu vois, de la fondation, l'identification organiciste, quoi. C'est dans mon cerveau le problème. Et ça, encore une fois, pourquoi? Parce que comme je t'ai dit, si on reprend les tests de l'hérédité, bah, au début ça peut être émancipateur pour le champ social, puis à un moment donné ça va se retourner, on va dire bon, les neuroatypiques, les neurodivergenents c'est dans votre cerveau, en fait vous servez à rien, vous êtes des improductifs. L'euthanasie maintenant c'est libéré pour vous, hein. Vous pouvez vous zigouiller, hein, parce que vous coûtez cher à la société. Tu vois, je me méfie de ça. Ça peut se retourner contre. Ça peut se retourner, donc je me méfie. Bon, pour autant, moi je trouve que justement tous les liens là, qui se sont faits avec ces collectifs engagés, ça a permis aussi de décentrer le regard médical, et moi j'ai vachement appris. Moi ça m'a vachement servi, et ça me sert toujours vachement dans ma clinique pour poser autrement les questions, entrer autrement en contact, tu vois. C'est la même chose pour les histoires trans et tout ça. Tu vois, au début, moi j'étais couillon comme tout le monde, tu vois, on n'était pas formé à ça, à la fac de médecine, puis ça arrivait, puis au début, moi je savais pas quoi en penser, puis alors du coup, bah, j'ai fait comme je fais habituellement. Si je demandais aux gens que je voyais, bah, qu'est-ce qu'ils en pensaient, comment eux vivaient le truc pour me faire mon idée, tu vois. Bon, voilà, et puis du coup, bah, c'est à partir de là que tu te fabriques une pensée. Donc le fait que les gens puissent faire un petit peu comme ce qui s'est passé avec tu vois, au moment du sida, etc., où c'est les premiers concernés qui sont emparés du savoir médical et qui sont devenus eux-mêmes experts à partir de leur expérience, le savoir expérientiel maintenant est devenu à la mode, tout ça, bah, ça a modifié le rapport des médecins au pouvoir et des soignants. Donc ça, c'est toujours intéressant, tu vois. C'est toujours intéressant, mais par contre, tu vois, tout le truc autour du TDAH, là, en ce moment, où tout le monde va prendre de la Ritaline, bah, je suis critique, là, politiquement de ça. Et donc, j'essaye un petit peu de déconstruire ça avec les gens que je vois, où d'emblée, bah, j'arrive pas à ranger ma chambre, j'ai besoin de Ritaline, tu vois. On se calme. Mais du coup, ça pose quand même aussi la question des diagnostics. Enfin, oui. Comment expliquer, enfin, on a l'impression que ce soit pour le TSA, que ce soit pour le TDAH, c'est complètement disparate, quoi. La façon dont les diagnostics sont posés en France par tel ou tel médecin ou tel CRA ou tel ou tel, on a l'impression que tu vas d'une région à une autre, ça n'a rien à voir. C'est quand même un peu étrange, quoi. Oui, mais alors ça, c'est en fait, ça dépend à partir de quelle position tu fais le diagnostic. Tu vois, moi, quand je te parle du diagnostic, je le fais à partir de la position de la rencontre avec la personne, de ce que je ressens, de ce qu'il me dit, de ce qu'il me fait vivre, de ce qu'il vit avec moi. C'est-à-dire qu'on peut dire que le diagnostic, c'est toujours aussi une réaction à la rencontre. Alors, tu as des psys qui se défendent de la rencontre avec les patients et qui du coup ont besoin d'objectivité. L'objectivisme, c'est une façon de se défendre de la rencontre. Et donc, qui vont sortir les grilles, les tests, les machins. Mais ça, c'est de la surface. C'est pas du vécu, ça. C'est de la surface qui peut peut-être permettre d'élaborer du vécu. Tu vois, les gens de la neurodivergence ou qui se disent hyperactifs, machin, peut-être ça va leur permettre de comprendre peut-être comment ils, entre guillemets, fonctionnent, parce que c'est ça le terme à la mode. Mais comment tout ça, ça s'est fabriqué? Dans quelle disposition historique de son histoire interne, intime, son histoire mondiale, de son histoire avec les autres, voilà, etc.
ça va rien dire tout ça. Il n'y a pas un TDAH qui ressemble à un TDAH. Maintenant, à partir du moment où le TDAH, ça existe, parce que c'était auto-performatif, donc maintenant ça existe pour les gens. Donc, et sinon, qu'est-ce qui vous arrivait dans votre vie? Il m'est arrivé dans ma vie que j'arrivais pas à me concentrer quand j'étais petit, machin. Puis là, tu vas, alors pourquoi vous n'arrivez pas à me concentrer? Mais ça a toujours été comme ça. Et puis, au fur et à mesure de la rencontre avec la personne, tu vas faire des hypothèses. Et puis on va sortir un peu de la naturalisation que c'est dans mon cerveau, et puis tu vas tomber sur tout un tas de trucs. Tu vas tomber sur tout un tas de trucs de l'environnement, de la personne, d'angoisses qui n'ont pas pu être nommées. Bon, et puis tu arrives sur un univers, quoi. Bon. Alors, si tu fais pas cette psychiatrie-là relationnelle, c'est-à-dire où le diagnostic il est toujours à l'aune de ce que tu vas ressentir, qui est un diagnostic donc subjectif, intersubjectif, tu vas faire des diagnostics objectifs, soi-disant objectifs. Soi-disant parce que si tu supportes pas les patients, tu vas toujours leur trouver des trucs graves. Si tu es installé sur le marché de l'hyperactivité ou du neurodéveloppement, tu vas toujours leur trouver un truc 10 ou un truc neurodéveloppemental. Tu vois, c'est-à-dire que là aussi c'est auto-performatif ces affaires-là. Et puis comme tu as aussi des patients, leurs familles qui viennent avec leur diagnostic, c'est compliqué de s'opposer à un diagnostic quand la personne elle fonde son identité là-dessus, tu vois, donc ça va nécessiter une déconstruction. Donc le plus facile, c'est de pas s'emmerder avec ça, c'est de dire bon, vous êtes neurodivers, vous êtes neurodivers, vous êtes TND, très bien, vous êtes TND, tu vois. Ouais. Et puis on s'arrête là, et puis vous voulez de la Ritaline, oui, parce que c'est ça les recommandations, vous prenez de la Ritaline. Bon. Donc ça dépend de comment on voit la psychiatrie. Si on se dit que la psychiatrie c'est l'activité de soins, c'est le chemin qu'on va faire ensemble, le diagnostic à la limite, voilà, c'est un repérage, on va dans quelle zone on est. Ouri, il avait cette belle phrase qui disait on s'adresse pas à une personne qui a telle problématique comme à une personne qui a telle autre problématique. C'est-à-dire que quelqu'un qui est tout le temps speed, tu vas pas t'adresser à lui comme quelqu'un qui est tout le temps dans la lune, quoi. Ouais. Voilà. Tu vas t'adapter. Bon. Le diagnostic, il permet aux soignants de s'ajuster, on va dire. Bon. Mais le truc, c'est que tu vois, jusque-là, le diagnostic, il a pu être enfermant. Le diagnostic des psychiatres ou des psys portés sur les patients, il a pu être enfermant. C'est-à-dire qu'on va résumer tout ce qui arrive aux patients à l'aune de ce diagnostic. Le truc, c'est que maintenant, les personnes diagnostiquées résument tout ce qui leur arrive au diagnostic. Ouais. Qui se disent, voilà, il m'arrive ça parce que voilà, j'ai telle difficulté, telle vulnérabilité. Mais attention, vous résumez pas votre diagnostic, quoi. Parfois, c'est aussi des parcours de longues errances thérapeutiques, de longues errances diagnostiques. Et donc, dans ces cas-là, c'est vrai que voilà, ça peut être des parcours où justement le diagnostic il est quand même pas pris à la légère, quoi. Où les gens, ils vont vraiment... c'est ce qu'on essaie de faire d'ailleurs avec Marie et nous par rapport à notre propre vécu, où on essaye vraiment de faire le tri entre tout ça. Et, donc pour nous, si tu veux, que la notion du diagnostic, on va pas la vivre comme ça, on va pas le vivre comme quelque chose d'enfermant, parce que précisément, on n'a jamais eu le bon, quoi. On n'en a jamais eu. Enfin, moi, on m'a posé un diagnostic bipolaire quand j'avais 20 ans, qui s'est avéré complètement faux. Voilà, suivi d'un diagnostic de personnalité borderline, voilà, suspicion d'autisme, etc. Le diagnostic peut être enfermant, une errance thérapeutique très longue. Ça peut être très compliqué aussi quand même. Ouais, mais c'est pour ça que moi j'évite pas la question du diagnostic par contre. Par exemple, souvent quand on remplissait les dossiers MDPH, on doit mettre un diagnostic, je faisais toujours avec les patients, je dis bon, qu'est-ce qu'on met comme diagnostic? On discute. Mais bipolaire, puis je parlais de ce que ça voulait dire pour moi, voilà, schizophrène, bon, c'est comme ci, c'est comme ça, bon. En fait, je pense que, tu vois, toute cette thématique autour de l'errance diagnostique, il y a plusieurs trucs. Un, il y a la question du déni. C'est-à-dire qu'on est tous pris dans des histoires de déni quand on va pas bien. Bon. Deux, les histoires de silenciation. On ne nous entend pas. Souvent, moi je pense que le champ du traumatisme, tu vois, de l'inceste, du viol, des agressions sexuelles, tout ça. Donc, en fait, ce qui est du traumatisme, dans le sens où ce qui traumatise, c'est à la fois les événements traumatiques, mais le fait qu'il y a du silence autour de ces événements traumatiques, c'est le silence qui traumatise le plus. Je pense que tu vois ce que tu dis en termes d'errance et tout ça, c'est une forme de tous ces silences-là qui sont apposés.
hein, qu'il y a des trucs qu'il vaut mieux pas parler. Bon. Et du coup, je pense aussi que dans la tête des soignants au départ, on ne veut pas enfermer les gens trop dans des cases. Il y avait ce truc-là. Maintenant, ça, on est en train de se revoir, justement avec l'aide des premiers concernés qui disent bah non, on a besoin du diagnostic. Ce que tu vas nous dire, bon, bah, si les gens ont besoin de ça, bon, bah, on va en discuter, quoi. Et puis, on va arrêter d'être trop inhibé en disant non, je ne vais pas vous enfermer dans une case, etc. Et puis, on peut faire des diagnostics à durée déterminée, tu vois, des DDD. Comme des contrats à durée déterminée. On va, voilà, pour l'instant, je pense que vous êtes plutôt là-dedans. Bon, et puis on verra. Bon. C'est-à-dire que faut, comment dire ça, l'errance, en fait, moi, je pense qu'il y a une confusion entre l'errance diagnostique et l'errance de soins. Tu vois, c'est-à-dire que souvent, on confond le diagnostic et le soin. Par exemple, maintenant, il y a de plus en plus de plateformes d'évaluation, d'orientation et de diagnostic qui se prennent pour du soin. Le soin, c'est on va faire un trajet ensemble. Bon, votre diagnostic, c'est ça. Bah, vous allez devoir avoir... de toute façon, les soins, c'est toujours un peu les mêmes, hein, en fait, en vrai. Vous allez devoir parler. On va vous aider sur des trucs concrets dans votre vie, quoi. Comment faire avec vos emmerdes concrètes qui vous pourrissent la vie. Peut-être qu'il faut que vous ayez des médocs parce qu'il y a tellement d'angoisse ou tellement de difficultés, bah, c'est un peu toujours les mêmes choses, hein, tu vois. Donc, moi je pense que tu vois, il y a cet amalgame d'errance diagnostique et d'errance de soins. C'est-à-dire de ne pas trouver des lieux sur lesquels on va pouvoir compter et avec qui on va pouvoir faire un chemin, tu vois. Et tu vois, là, le lieu dont je te parlais... Bah, on travaillait à partir des positions hétérogènes, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait plein de gens qui avaient des diagnostics différents. Mais on travaillait sur comment on allait créer du lien social. Parce que, au fond, la psychiatrie, une autre définition, c'est des pathologies du lien social, du lien à l'autre. Ouais. Donc, il faut réparer l'autre et son lien à l'autre. Bon, voilà. C'est ça qui va faire le soin. Et à la limite, quel que soit ton diagnostic, tu vois, on va le réparer différemment si tu es tout le temps en speed. Que si tu es tout le temps complètement délirant. C'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de patients qui voient le diagnostic comme une clé de compréhension. En fait. Ouais. Et ça peut être perturbant quand finalement, effectivement, tu sais, tu le vois bien, il y a quelque chose qui va pas. Et que effectivement, t'as pas de clé de compréhension. Quoi. Mais je peux te dire aussi un autre truc quand même. C'est qu'il y a plein de gens qui disent moi je suis ça. En vrai, ils ne le sont pas, mais ils ne le savent pas. Ah bah oui, non, mais ça, j'en doute pas. C'est pour ça que, si tu pars du vécu de... Si la personne a dit, bah, d'abord maintenant, vu que les gens se renseignent sur Internet, les réseaux sociaux, les séries, les films qu'ils voient, ils arrivent déjà avec leur diagnostic. Bon, bah, faut accueillir ça. Ok, vous êtes ça. Oui, ça dit quelque chose. Ça dit, et alors du coup, et puis les gens maintenant, tu vois, ils disent, bah voilà, les gens qui ont 20 ans aujourd'hui, ils sont pas du tout dans le même rapport que... Bah, on n'a à peu près le même âge, tu vois. Ouais. Le rapport que je te dis, moi, de ce que j'ai vécu en tant que du côté psychiatre, là, bah, je pense que j'ai le même parcours que toi du côté de rapport aux soins. C'est-à-dire que, tu vois, le diagnostic, fallait pas dire, fallait pas enfermer, fallait pas machin. Là, les plus jeunes, maintenant, ils savent ce qu'ils veulent, on va dire. Ouais. Et ils disent, bah ouais, moi, je suis ci, ça. Bon, je pense que ça, il y a une histoire générationnelle. Ouais. Mais il y a aussi une histoire problématique, c'est, tu vois, ce qui va avec le diagnostic, c'est si, tu vois, tous les trucs à la mode de, bah, tel diagnostic, donc ça va être réhabilitation, médicaments à vie, parce que c'est une maladie chronique comme les autres et tout ça, il faut se méfier de ça. Ouais. Parce que ça crée des nouvelles cases pseudo-sympas, tu vois. Et bon... Donc je pense que ça aussi, tu vois, dans 20 ans, il y aura un effet de retour où les gens ne supporteront pas que les diagnostics ça aille directement avec la médicamentation ou avec tel truc. Il va y avoir un effet de balancé parce que là, c'est trop cadré à la limite, maintenant, tu vois. Ouais, je comprends. Ça se dit pas. Ça se dit pas. Les rencontres. Et du coup, toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, en fait, du coup ? Parce que donc, tu travailles plus dans un hôpital ? Alors, non, je suis en disponibilité de mes fonctions de praticien hospitalier, le temps que mes affaires judiciaires avec l'hôpital en question, que la justice dise quelque chose, parce qu'il a manqué de scène tierce, tu vois.
de contradictoire, donc j'ai porté plainte et tout ça, et donc c'est dans ce cadre-là aussi que j'ai été reconnu lanceur d'alerte, donc plainte au pénal et compagnie, et au tribunal administratif, donc tout ça c'est en cours. Donc en ce moment je suis salarié, psychiatre salarié dans une association, et je m'occupe d'étudiants dans un bureau d'aide psychologique universitaire, un BAPUT. On a une vingtaine en France. Voilà, c'est des soins gratuits pour les étudiants qui proposent des soins psychiques, psychothérapiques, psychiatriques, ambulatoires. Et puis dans ce cadre-là, on a fait une convention avec cette association, avec une fac parisienne, là, où j'interviens une journée par semaine au service de médecine préventive. Tu vois, où là je fais du débrouillage psychiatrique, on va dire, avec les étudiants que je reçois, quoi. Voilà, donc voilà. D'accord. Et puis je fais un peu de formation aussi, de temps en temps auprès d'équipes, de supervision, des trucs comme ça aussi, tu vois. D'accord. Et toi, dans le futur, t'aimerais quoi en fait? Ben, on est en train de faire un petit groupe avec le maire de Gennevilliers et puis des gens intéressés sur la psychiatrie populaire de proximité. Okay. Moi, ce que je verrais bien, tu vois, c'est... bon, là, on voit bien que le service public s'effondre, qu'il sert la soupe au néolibéralisme et à la privatisation, voire à la privation de soins. Moi, je me dirais qu'il faudrait créer des coopératives de soins psychiques, où les coopératives initiées par les personnes qui auraient besoin de soins et les personnes qui auraient besoin de vivre des soins dans des lieux, et puis tu vois, créer un modèle comme ça, mais qui serait faire du service public autrement, tu vois, à partir d'un outil anticapitaliste par essence qui est la coopérative. L'autre jour, j'ai vu Bernard Friot là sur Blast, il a fait une interview justement là-dessus, quoi. Il y a des institutions communistes, il appelle ça comme ça, lui, c'est-à-dire qui échappent au profit, qui échappent. Donc créer, voilà, par exemple une forme de coopérative, je sais pas. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse, je suis en deuil de travailler dans un collectif qui s'occupe de personnes plus ou moins perchées, plus ou moins éloignées, plus ou moins poètes, plus ou moins en grande souffrance, tout ça. Je suis en deuil de ça. Moi, j'aime bien le collectif. Puis j'aime bien, voilà, j'aime bien travailler avec la folie, avec la mienne, avec celle des autres. Donc je suis un peu en deuil de ça. Avec les étudiants, c'est autre chose. Les gens, ils sont consentants déjà pour venir. Oui. Donc déjà, ça fait la moitié du travail. Et puis, j'apprends énormément de choses sur la société parce que c'est les jeunes, tu vois. Là, je te disais, les gens de 20 ans, ils m'apprennent plein de trucs, tu vois, sur le monde, quoi. Moi, je commence à être un vieux con maintenant. Moi, j'ai 43. Là, voilà. Donc voilà. Mais ce truc-là de comment créer du collectif de soins, voilà, c'est un truc qui me manque. Un collectif, tu vois, avec les premiers concernés, puis faire de la déconiatrie, tu vois. Voilà. Ça me manque. Mais bon, on va inventer des choses, quoi. Là, comme la période est à la catastrophe, la période est aussi à l'invention. Donc il faut que les bonnes volontés qui veulent changer le monde des soins, leur monde interne et le monde capitaliste financiarisé actuel, se manifestent. Ouais. Qu'on puisse créer des choses, faire du commun. En fait, je pense qu'il ne faut pas céder sur la question des devenirs. Tu vois, là, par rapport à cette question du diagnostic, est-ce que c'est une fixation, est-ce que c'est... Quoi qu'il arrive, il faut penser la subversion de nos devenirs, quoi. Nos devenirs ne sont jamais tels qu'on pense qu'ils vont être. Voilà. Et notre vie, elle est comme ça. Et voilà, on a plus ou moins de mobilité et de souplesse avec ces potentialités de devenir autre, hein, plus ou moins coincées, mais il peut toujours y avoir de la subversion de l'institué, de nos institués intimes et puis de l'institué du monde, quoi. Voilà ce que je pourrais rajouter. Mais tout ça. Ouais. Ok. Bah merci. Ça ne se dit pas. Ça se dit pas.